L'odeur âcre du désinfectant me brûlait les narines. Froid, c'était tout ce que je sentais. Le froid du métal du brancard contre ma peau. Le froid dans le regard de l'homme qui, un jour, avait juré de m'aimer jusqu'à la fin de sa vie. Julien ne me regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur les papiers que le docteur Laurent poussait dans sa direction, sur le bureau en acajou verni. Le stylo dans sa main bougeait avec un calme cruel, une élégance macabre, en signant ma sentence, ma prison. 2 infirmiers me tenèrent les bras. Pas avec force, pas encore. C'était un avertissement, une invitation silencieuse à faire la scène qu'ils attendaient. La crise, le scandale, l'hystérie qui prouverait que ma place était ici. Mais je n'ai pas crié. J'ai respiré profondément, sentant l'air glacial remplir mes poumons. Chacun de mes cris serait une virgule dans son rapport. Chaque larme, un point final à ma santé mentale. Je suis devenue une statue de glace, observant le théâtre monter pour me détruire. Il a finalement levé le visage. J'ai vu dans ses yeux non pas la douleur d'un mari inquiet, mais le soulagement d'un criminel qui vient de cacher le corps du crime. Il m'a souri. Un sourire triste, répété pour un public d'un seul homme. Un sourire qui disait « C'est fini, ma chérie ». Il croyait avoir gagné. Il croyait que ses murs blancs et ses médicaments allaient effacer la vérité, me transformer en la folle dont son récit avait besoin. Il me voyait comme une poupée de porcelaine brisée, prête à être jetée sur une étagère poussiéreuse. Mais il ne savait pas. Il n'avait pas la moindre idée de ce que j'avais caché dans la doublure de mon vieux manteau de laine. Sa démolition est sur le point de commencer. Pour vous assurer une place au premier rang et ne pas manquer le moment de la justice, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Ce manteau de laine a été la dernière chose que j'ai portée en tant que femme libre. La femme qu'ils pensent avoir enterrée aujourd'hui. Mais ils ne connaissent pas cette femme. Pas vraiment. Je m'appelle Chloé, j'ai 38 ans. Et non, je ne suis pas folle, je suis architecte. Du moins, c'est ce qui était écrit sur mon diplôme. Un diplôme qui un jour m'a rempli de fierté, mais qui aujourd'hui est rangé dans une boîte poussiéreuse au fond de notre dressing. Son dressing à lui. J'avais un nom dans le métier, avant d'avoir son nom de famille. Mes projets étaient ma voix. Ils étaient audacieux, pleins de lumière, de verre. Ils brisaient les lignes conservatrices de cette ville. J'aimais l'odeur du béton frais, la poussière sur mes chaussures, la beauté de voir quelque chose qui n'existait que dans mon esprit s'élever, brique par brique. J'ai tout abandonné. Pour lui. Pour son rêve de devenir le plus jeune maire que Bordeaux ait jamais connu. J'ai troqué mes plans contre des discours, mes casques de chantier contre des chapeaux pour des dîners de charité. Je suis devenue l'épouse modèle. Le sourire serein, la robe impeccable, l'hôtesse qui connaissait le nom de l'épouse de chaque conseiller municipal, de chaque homme d'affaires. Personne ne voyait les fissures sous le maquillage. Personne ne voyait l'architecte se dissoudre un peu plus à chaque événement, à chaque sourire forcé, chaque fois que mon opinion était gentiment écartée par un « Tu ne comprends rien à la politique, ma chérie ». Et puis, le brouillard a commencé à s'installer. De petits oublis. Des clés que je jurais avoir laissées sur la table. Un nom qui m'échappait au milieu d'une phrase importante. Au début, Julien était la personnification de la patience. « Tu es épuisé, mon amour, c'est trop de pression », disait-il en me tendant un verre d'eau avec un nouveau complément vitaminé que son médecin lui avait recommandé. Bientôt, les oublis sont devenus des défaillances dangereuses. Ma méfiance naturelle d'architecte, qui vérifie chaque détail, est devenue de la paranoïa. Il m'a isolé, avec la précision d'un chirurgien, des amis qui auraient pu remarquer que quelque chose n'allait pas. Ils ne comprennent pas la pression que nous subissons, Chloé. Ils sont jaloux de notre succès, murmurait-il, et sa voix était si douce, si convaincante. Le pire, je l'ai cru. Je suis arrivée à me regarder dans le miroir et à me demander si la femme épuisée, confuse et effrayée qui me fixait était bien moi. C'était un acteur digne de tous les prix. Je sombrais, me noyant dans le récit qu'il avait créé pour moi, prête à accepter le diagnostic qu'il avait si soigneusement préparé. Je vivais dans ce brouillard épais, croyant chacun de ses mots. Jusqu'au soir où je l'ai vu écraser un petit comprimé blanc dans ma soupe, et plus tard, cette même nuit, j'ai trouvé les ordonnances médicales cachées au fond de son placard. Et j'ai réalisé que les médicaments qu'il me donnait n'étaient pas pour l'anxiété. Les noms de ces médicaments, je les ai cherchés pendant la nuit, dans un sursaut de courage, en utilisant la vieille tablette que Julien croyait cassée. Ils n'étaient pas pour l'anxiété.
C'étaient des antipsychotiques légers, des neuroleptiques, des médicaments qui, chez une personne saine, induisent exactement les symptômes que je présentais: confusion mentale, perte de mémoire récente, léthargie. Le brouillard n'était pas une défaillance de mon esprit, c'était une construction chimique, une cage pharmacologique. À ce moment-là, debout sur le sol froid de la salle de bain, la vérité m'a frappé comme un éclair. Ce n'était pas un cas de gaslighting, d'un mari cruel minant la confiance de sa femme. C'était une conspiration, une tentative de meurtre, pas de mon corps, mais de mon esprit, de ma crédibilité, de mon identité. Et c'est là qu'est né mon désir. Ce n'était pas un désir de vengeance. La vengeance est un incendie qui brûle vite, elle est bruyante, elle laisse des traînées de fumée et de cendres. Ce que je voulais était plus froid, plus précis. C'était le travail d'une architecte. Je voulais une démolition, silencieuse, calculée, structurelle. J'allais le déconstruire, poutre par poutre, pilier par pilier, jusqu'à ce que la façade d'homme parfait, de politicien intègre, de mari dévoué s'effondre, exposant les fondations pourries que moi seul connaissais. Mon désir n'était pas simplement de sortir de cette clinique. C'était d'en sortir avec la clé de sa cellule dans ma poche. C'était de faire voir au monde entier non pas Chloé la folle, mais Julien le criminel. Je me suis souvenu du début. Comment avais-je pu être si aveugle ? Julien était un jeune conseiller municipal quand nous nous sommes rencontrés, vibrant, plein d'idéaux. Et j'étais l'architecte du moment. Il m'a courtisé avec une intensité dévastatrice, louant non pas ma beauté, mais mon intelligence. « Tu as un esprit brillant, Chloé, un esprit qui construit des mondes », m'a-t-il dit lors de notre 3e rendez-vous. Il ne voulait pas me faire taire, il voulait posséder cet esprit. La manipulation a été subtile, homéopathique. Elle a commencé avec mes amis. Ce sont de bonnes personnes, ma chérie, mais ils sont si petits. Ils ne voient pas la situation dans son ensemble comme nous. Bientôt, mes amis sont devenus distants. Puis, ce fut le tour de ma carrière. Quand il s'est présenté aux élections pour la première fois, il m'a demandé de réduire mes projets. C'est juste pour quelques mois, mon amour, pour que tu m'aides dans la campagne. Ensemble, nous sommes invincibles. J'ai accepté. Et « ensemble » est devenu le mot qu'il utilisait pour absorber mes succès. Notre discours a été un succès, disait-il, après avoir lu les mots que j'avais passé la nuit à écrire. Les gens ont adoré notre idée pour la revitalisation du centre-ville, annonçait-il, en présentant un projet que j'avais esquissé. Petit à petit, Chloé, l'architecte, disparaissait, laissant la place à l'épouse de Julien Fournier. Une ombre élégante qui souriait et saluait de la main. Maintenant, enfermé dans cette chambre blanche, je voyais tout avec une clarté douloureuse. Il ne m'aimait pas. Il m'avait utilisé. Et quand mon esprit, celui-là même qu'il avait tant loué, a commencé à remarquer les incohérences dans ses finances, les voyages secrets, les appels téléphoniques chuchotés, il n'a pas hésité. Il a décidé qu'il était plus facile d'effacer l'architecte que de répondre à ses questions. Mais un architecte n'oublie jamais le plan original. Je savais qu'il ne servirait à rien de crier. Il ne servirait à rien de pleurer ou de me débattre. Une folle, accusant un homme puissant, ne ferait que resserrer les nœuds de la camisole de force. J'avais besoin d'une stratégie, d'un allié. J'ai commencé à observer le personnel de la clinique, l'infirmière la plus âgée, au regard dur de celle qui a tout vu et ne se soucie plus de rien, le technicien de nuit, brutal, qui me traitait comme un objet. C'étaient des soldats fidèles au système. Mais il y en avait un jeune infirmier, avec des cernes de quelqu'un qui fait des gardes doubles et un nom brodé sur sa poche. Hugo. Il ne me regardait pas avec pitié. Il me regardait avec confusion. Je le voyais lire mon dossier, le front plissé, puis m'observer quand je pensais que personne ne regardait. Il voyait l'écart entre ce qui était écrit sur le papier et la femme assise en silence sur le lit. Il y avait une décence dans ses yeux, une hésitation que les autres n'avaient pas. Il était ma seule chance. Une fissure dans le mur impénétrable que Julien avait construit autour de moi. J'avais juste besoin d'une personne. Une seule personne qui oserait douter du scénario impeccable du grand Julien Fournier. Et je l'avais trouvé. Mais comment l'atteindre ? Comment transformer un regard de doute en un acte de trahison contre le système qui l'employait ? J'étais une patiente sous sédatif, surveillée 24 heures sur 24. L'atteindre, depuis l'intérieur de ces murs, semblait aussi impossible que de toucher le ciel. Sauf avec un mot.
et une opportunité que je devrais créer à partir de rien. L'opportunité. J'en avais déjà créé une, sans le savoir. Une qui m'a coûté ma liberté, mais qui m'a livré la vérité sur un plateau d'argent. Tout a commencé le mardi avant qu'on m'amène ici. Julien est entré dans la chambre, en desserrant déjà sa cravate. Il était 7 heures du soir. « Ma chérie, très mauvaise nouvelle », a-t-il dit, la voix chargée d'une fausse fatigue. « Le ministère a avancé la réunion à Paris. Je vais devoir prendre la route tout de suite. Je dors là-bas et je reviens demain en fin de journée. » Il m'a embrassé le front. Le baiser était froid, protocolaire, un baiser de Judas. Pendant un instant, nos regards se sont croisés et j'y ai vu une lueur, un éclair d'urgence qu'il n'a pas réussi à dissimuler. Il voulait être loin de la maison. Il avait besoin que je sois seule. Il ne savait pas que je désirais la même chose. J'ai regardé par la fenêtre sa Mercedes noire disparaître dans l'obscurité de la rue. J'ai attendu encore 20 minutes, le cœur battant contre mes côtes, un tambour de guerre dans le silence de la maison. Chaque minute était une éternité. Et s'il revenait? Et si c'était un test? Finalement, l'adrénaline a vaincu la peur. Je suis allée à la salle de bain et j'ai craché dans le lavabo le comprimé que je cachais sous ma langue. À côté, j'ai rassemblé les 6 autres que j'avais gardés depuis une semaine, alignés comme de petits soldats blancs. Mes premières preuves. Ensuite, je me suis dirigée vers son bureau. Cette pièce, que nous avions autrefois conçue ensemble pour être un espace de créativité, était devenue sa forteresse, mon territoire interdit. Les murs étaient là couverts de photos de lui, avec des gens importants, des prix, des coupures de presse, un hôtel à son propre ego. J'ai commencé la recherche avec la précision d'une architecte inspectant des fondations. Méthodique, froide. D'abord, les tiroirs évidents. Contrats, discours, papiers de campagne. Rien. Puis, les livres de la bibliothèque. Je les ai secoués un par un. Rien que de la poussière. J'étais sur le point d'abandonner, de me convaincre que la paranoïa était, après tout, réelle. Mais alors, mon œil exercé a remarqué. Le bureau. Un meuble en acajou massif, lourd, imposant. L'un des tiroirs inférieurs ne fermait pas parfaitement. Il y avait une fente de 2 mm, presque imperceptible pour un profane, mais une erreur grossière pour moi. Je me suis agenouillée. J'ai poussé le fond du tiroir vers le haut et j'ai entendu un léger clic, un double fond. Mon sang s'est glacé. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre d'une maîtresse, ce qui, à ce stade, aurait été un soulagement. Il y avait quelque chose d'infiniment pire. Il y avait l'âme de mon mari, disséquée sur papier. Il y avait des plans de construction. Les plans de la nouvelle aile de l'hôpital public, un projet qu'il annonçait comme le grand héritage de sa gestion. Mais ce n'étaient pas les plans originaux que j'avais moi-même aidé à esquisser. C'étaient des versions falsifiées. Mes mains tremblaient de colère en voyant les spécifications des matériaux. Acier de qualité inférieure, béton avec un dosage en ciment réduit, poutres de soutien sous-dimensionnées. C'était un piège mortel. Un bâtiment conçu pour s'effondrer, mais pas avant d'avoir rempli les bonnes poches. À côté, des tableurs. Une comptabilité parallèle détaillée, avec des détournements s'élevant à des millions. Des paiements effectués à une entreprise de construction fantôme, la Soleil de Bordeaux SARL, basée dans un paradis fiscal. Et en dessous, une liste de noms d'autres politiciens de la ville, avec des montants à côté de chacun. Ce n'était pas un crime solitaire, c'était une organisation. Et enfin, le téléphone portable. Un modèle simple, prépayé. En l'allumant, l'écran s'est éclairé avec les messages. Ils étaient échangés avec un contact enregistré uniquement sous le nom de S. Les messages parlaient des paiements, de la nécessité d'accélérer les travaux. Et puis, j'ai vu mon nom. C est de plus en plus instable. Elle pose des questions. Nous devons régler ça rapidement, disait un message de Julien. La réponse de S était courte et glaciale. Alors, règle-le. Le docteur L est prêt. Utilise contre elle ce qu'elle a de plus fragile. Son esprit. Docteur L, docteur Laurent. Le psychiatre ami de la famille. Ma mâchoire a tremblé. C'était un plan pour me neutraliser. Les mains tremblantes, j'ai pris mon ancien téléphone, que je gardais pour les urgences, et j'ai commencé à tout photographier. Chaque page des plans, chaque ligne des tableurs, chaque message sur l'écran du téléphone. Le son de l'obturateur dans la maison silencieuse ressemblait au chargement d'une arme. C'est alors que je l'ai entendu. Le bruit familier du moteur de la Mercedes qui approchait. Je me suis figée. J'ai regardé l'heure.
Il était de retour, des heures avant ce qui était prévu. La panique m'a serré la gorge. J'ai tout rejeté dans le double fond, n'importe comment. J'ai fermé le tiroir. Le clic a semblé un coup de tonnerre. Mon manteau de laine était jeté sur une chaise. J'ai glissé le téléphone avec les preuves dans la doublure, dans une déchirure qui était là depuis des mois. Dans ma précipitation pour repousser le lourd bureau à sa place exacte, je n'ai pas vu. Je n'ai pas remarqué la feuille solitaire qui a glissé de la pile. Un relevé de compte du compte à l'étranger, le chaînon manquant, qui a glissé silencieusement derrière le meuble, disparaissant dans l'obscurité. J'ai eu quelques secondes pour courir au salon et m'asseoir sur le canapé, le cœur voulant sortir de ma poitrine, avant d'entendre sa clé tourner dans la serrure. La nuit fut une guerre froide. Quand il est entré, j'étais déjà sur le canapé, un livre ouvert sur les genoux, feignant un calme que je ne ressentais pas. Il m'a regardé, ses yeux scrutant mon visage, à la recherche d'un signe, d'une fissure. Il savait qu'il était revenu trop tôt et voulait mesurer l'étendue des dégâts. J'ai eu le pressentiment que tu n'allais pas bien. J'ai tout annulé et je suis revenu, a-t-il menti, sa voix dégoulinant d'une sollicitude huileuse. Je vais très bien. Juste fatigué, ai-je répondu, sans quitter la page des yeux. Mon cœur était un oiseau prisonnier d'une cage thoracique, battant de manière incontrôlable. Cette nuit-là, nous avons dormi dos à dos dans un abîme de draps. Il ne savait pas que je savais, et je ne savais pas ce qu'il ferait ensuite. L'air de la maison était raréfié, lourd de secrets et de mensonges. Le lendemain matin a commencé par un silence de mort. Le petit déjeuner fut un ballet de mouvements tendus. Son couteau sur le pain, le tintement de ma cuillère dans la tasse. C'étaient les seuls sons. À 9 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai demandé à un ami de passer. « Je veux un deuxième avis sur ta fatigue », a-t-il dit en se levant. Mon estomac s'est noué. Et puis, il a ouvert la porte. Sur le seuil, avec sa mallette en cuir et un sourire paternaliste, se tenait le docteur Laurent. Le théâtre avait commencé. Ils se sont assis en face de moi dans le salon. Julien me tenait la main, un geste pour le médecin, mais ses doigts étaient comme des griffes froides. Le docteur Laurent me regardait par-dessus ses lunettes, avec cette expression de quelqu'un qui analyse un insecte curieux. « Chloé », commença le médecin, la voix douce. « Julien m'a dit que vous n'alliez pas bien. Des épisodes de confusion, d'oubli. Je vais parfaitement bien, l'ai-je coupé, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Julien m'a serré la main. « Ma chérie, il ne faut pas avoir honte. Nous sommes là pour t'aider. » Il s'est tourné vers le médecin. « Docteur, la situation est plus grave que je ne l'imaginais. Hier soir, je l'ai trouvée dans mon bureau, dans le noir. Elle avait fouillé dans mes tiroirs. Elle avait le regard vide, disait des choses insensées sur le projet de l'hôpital, sur des chiffres qui n'avaient aucun sens. C'était effrayant. Je l'ai dévisagé, incrédule devant son audace. Il utilisait ma découverte contre moi, tordant la vérité jusqu'à ce qu'elle devienne une arme pour me blesser. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais il a continué, la voix brisée. Elle a ses crises de paranoïa, docteur. Elle pense que mes associés, nos amis, elle pense que tout le monde conspire contre elle. Elle m'accuse de choses terribles. Et les médicaments que vous avez prescrits, elle ne les prend pas. Je l'ai vu les cacher. J'ai trouvé des comprimés dans sa boîte à bijoux. Il était brillant, un scénariste de l'enfer. Il a utilisé chacun de mes actes de résistance comme une preuve irréfutable de ma folie. Ma lucidité, ma tentative de me protéger, était la principale preuve de ma démence. « Chloé, est-ce vrai ?» a demandé le médecin, le ton maintenant plus sévère. « Il ment », ai-je répondu en regardant Julien droit dans les yeux. « Demandez-lui de vous parler de la Soleil de Bordeaux SARL. Demandez-lui de vous parler du téléphone secret. » C'était une erreur fatale. Le visage de Julien s'est crispé, non pas de culpabilité, mais d'une douleur feinte. Il a lâché ma main comme s'il avait reçu un choc électrique. Le docteur Laurent a secoué la tête lentement, avec une fausse compassion, et a noté quelque chose sur son bloc-notes. Délire de persécution complexe. Je pouvais presque entendre ses pensées. Et puis est venu le coup de maître. Le grand final. Julien s'est levé, s'est approché de la fenêtre et a appuyé son front contre la vitre. Ses épaules ont commencé à trembler. Il pleurait, un sanglot silencieux, à fendre le cœur. « Je ne sais plus quoi faire, docteur », a-t-il sangloté, la voix brisée. « J'aime ma femme. Je veux juste retrouver ma Chloé. Cette femme qui accuse, qui invente des histoires. Ce n'est pas elle. Ça fait si mal de la voir comme ça, perdue, se noyant dans son propre esprit.
S'il vous plaît, docteur, aidez-la. Aidez-nous. Cette performance était si dévastatrice, si parfaite, que pendant une seconde, même moi j'ai douté. J'ai regardé cet homme, le monstre qui droguait sa femme pour couvrir ses crimes, et je l'ai vu comme tous les autres le verraient. Un mari dévoué, souffrant l'indicible. Le docteur Laurent a fermé son bloc-notes. Ne vous inquiétez pas, Julien. Nous ferons le nécessaire. Elle a besoin d'un environnement contrôlé, de soins intensifs. C'est alors que j'ai entendu le bruit doux de pneus sur le gravier de l'allée. Une fourgonnette blanche, sans identification, s'est arrêtée devant la maison. La porte s'est ouverte. 2 hommes en blouse blanche sont descendus. La terreur m'a finalement frappé. Ce n'était pas une évaluation, c'était un enlèvement. Ils sont entrés dans le salon. Julien s'est approché de moi. Son visage était mouillé de larmes de crocodile. Il s'est penché et m'a embrassé le front, un baiser glacial, poisseux. « C'est pour ton bien, mon amour », m'a-t-il murmuré à l'oreille, si bas que moi seul pouvais entendre. Et puis, j'ai senti son souffle chaud contre ma peau. Et la phrase finale, la clé de tout, « Tu n'aurais jamais dû entrer dans mon bureau ». Son regard, par-dessus mon épaule, a croisé le mien dans le reflet du miroir du salon. Et là, mêlé à la fausse douleur, j'ai vu l'éclat indubitable du triomphe. Le trajet en fourgonnette fut un flou de silence et de mouvement. Je n'ai pas regardé dehors. Mes yeux étaient fixés sur mes propres mains, jointes sur mes genoux, la seule partie de moi qui m'appartenait encore. Les 2 hommes en blanc n'ont pas dit un mot. Ils étaient efficaces, impersonnels. C'étaient les transporteurs, me faisant passer d'une vie à une autre. La clinique n'était pas comme je l'imaginais. Il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres, ni de couloirs sombres. Au contraire, c'était un endroit d'une beauté effrayante. Un refuge de luxe dans les environs de Bordeaux, avec des jardins bien entretenus, des murs au ton pastel et le silence coûteux que seul l'argent peut acheter. C'était une prison de luxe, un endroit où l'élite pouvait cacher ses secrets, ses épouses gênantes, ses enfants à problème. La procédure d'admission fut une déconstruction méthodique de mon identité. Une infirmière au sourire en plastique et aux yeux de glace m'a conduite dans une pièce. Là, on m'a demandé de tout enlever. Mon sac, ma montre, mes boucles d'oreilles. Et enfin, mon alliance. J'ai hésité une seconde, regardant l'or à mon doigt. 20 ans d'une vie. Elle a tendu la main, impatiente. Je la lui ai donnée. L'anneau a été placé dans un sac en plastique avec une étiquette. Chloé Fournier, patiente 302. On m'a donné un survêtement gris, sans poche, sans fermeture éclair, sans rien qui puisse être utilisé pour se blesser. Ou blesser les autres. En enfilant cet uniforme, j'ai senti la dernière couche de ce que j'étais m'être arrachée. Je n'étais plus Chloé, l'architecte. J'étais la 302. La chambre était tout aussi stérile. Un lit, une armoire sans porte, un petit bureau vissé au sol. La fenêtre était grande, avec vue sur le jardin, mais la poignée était factice. La vitre était épaisse, feuilletée. C'était un paysage que je pouvais voir, mais jamais toucher. La métaphore parfaite de ma nouvelle vie. Quand la porte s'est refermée avec un léger clic, le poids de tout s'est abattu sur moi. La performance de Julien, la trahison du docteur Laurent, le triomphe dans leurs yeux. Je me suis assise au bord du lit et l'abîme s'est ouvert à mes pieds. Et s'ils avaient raison, l'esprit humain est une chose fragile. La suggestion est une graine puissante. Et si ma paranoïa, ma méfiance était en fait la maladie? Et si les plans, les tableurs, le téléphone? Et si tout cela n'était qu'une hallucination complexe, un récit que mon esprit malade avait créé pour justifier ma propre dépression? La ligne entre la réalité et la folie semblait, à ce moment-là, aussi fine qu'une lame de scalpel. J'ai regardé mes mains vides. Où étaient les preuves? Je n'avais rien, juste des souvenirs. Et que sont les souvenirs pour un esprit déclaré fou? J'ai fermé les yeux très fort, essayant de lutter contre le brouillard qui menaçait, cette fois pour de bon, de m'engloutir. Et puis, je me suis ancré. Je me suis ancré à la seule chose que sa manipulation ne pouvait pas corrompre, ma connaissance. L'architecte en moi refusait de mourir. J'ai commencé à réciter les faits, comme un mantra. Plan H27, poutre de soutien principal. Spécification d'origine. Acier pour béton armé, feu EM500, diamètre 25 mm. Spécification falsifiée, FEE 235, 16 mm. Une réduction de 36% du diamètre, compromettant de plus de 60% la capacité de charge.
Les chiffres étaient réels. La physique était réelle. Tableur des coûts. Constructeur Soleil de Bordeaux SARL. Numéro SIRET 843 8. Siège social. Île Caïman. Impossible pour un prestataire de service municipal. Les détails. La folie ne réside pas dans les détails. La vérité, si. Mon esprit n'était pas mon ennemi. C'était la seule arme qu'il me restait. La vague de désespoir s'est retirée, laissant place à une marée de fureur. Une colère froide, cristalline, qui a éclairci chaque recoin de mon esprit. Son baiser, le murmure. Tu n'aurais jamais dû entrer dans mon bureau. Ce n'était pas un avertissement, c'était un aveu. Il ne m'a pas fait interner parce qu'il me croyait folle. Il m'a fait interner parce qu'il savait que j'étais dangereusement saine d'esprit. Il ne m'a pas brisée. Il m'a seulement sous-estimée. Il pensait qu'il suffisait de me retirer de l'échiquier pour gagner la partie. Mais il avait oublié qui j'étais. Je ne fais pas que jouer. Je dessine l'échiquier. Dans cette chambre blanche, une nouvelle Chloé est née. L'épouse docile est morte dans la fourgonnette. La femme effrayée est morte dans la salle d'admission. Ce qui restait, c'était l'architecte. Et elle a commencé à dessiner un nouveau projet. Un plan d'évasion. Pas seulement de cette clinique, mais de toute la toile. La porte s'est ouverte. C'était Hugo, le jeune infirmier. Il portait un petit plateau avec un gobelet en carton et 2 comprimés. Son regard était professionnel, mais je n'ai pu m'empêcher de remarquer l'hésitation dans ses mouvements, l'ombre d'un doute dans ses yeux. « C'est l'heure des médicaments, Madame Fournier », a-t-il dit, la voix douce. Je n'ai pas lutté. Je n'ai pas protesté. J'ai pris le gobelet, j'ai mis les comprimés dans ma bouche et j'ai bu l'eau, les laissant se dissoudre sous ma langue avant de les avaler. Conformité. Coopération. C'était le premier pas. J'allais être la patiente modèle. Il a hoché la tête, satisfait, et est sorti, laissant la porte entr'ouverte. Le sédatif a commencé à faire effet, une lenteur lourde se propageant dans mes membres. Je me suis allongée, feignant de m'abandonner au sommeil. Et c'est alors que j'ai entendu, dans le couloir, la voix inimitable du docteur Laurent, parlant à voix basse au téléphone. « Oui, Julien, elle est déjà sous sédatif. Elle est calme. Ne t'inquiète pas. » Une pause. « Elle restera tranquille assez longtemps. Tu as 3 semaines jusqu'au vote final du projet. Occupe-toi de ta part du marché. Après ça, elle devient insignifiante. 3 semaines. » La voix du docteur Laurent résonnait dans mon esprit quand je me suis réveillée le lendemain matin. Le sédatif s'était dissipé, mais sa phrase était restée, claire comme du cristal. 3 semaines avant le vote final, 21 jours, le compte à rebours était lancé. Cette information ne m'a pas plongée dans le désespoir. Au contraire, elle m'a donné une échéance, un objectif. Elle m'a donné ce dont tout architecte a besoin pour construire, un calendrier. Ce jour-là, la patiente 302 est devenue la meilleure patiente que cette clinique ait jamais connue. J'acceptais les médicaments avec un sourire docile. Dans les séances de thérapie de groupe, je parlais d'une voix basse et tremblante de sentiment de confusion et de la douleur de ne plus se reconnaître. C'était une performance digne d'un prix. Et la docteure Martin, la thérapeute, notait tout avec un air de compassion professionnelle, sans jamais se rendre compte que mes paroles étaient creuses, répétées. Je mangeais tous mes repas, même si la nourriture avait un goût de cendre dans ma bouche. Et je passais des heures dans la salle commune, assise près de la fenêtre, un livre sur les genoux et le regard perdu dans le jardin. De l'extérieur, j'étais l'image de la dépression catatonique. À l'intérieur, mon esprit était une salle de commandement. J'observais, j'analysais. Les rondes des infirmiers, les heures de changement de service, l'emplacement des caméras de sécurité. Et par-dessus tout, je l'observais, lui, Hugo. Mon plan pour l'approcher était subtil, une lente érosion de sa conscience professionnelle. J'ai commencé par demander des livres de la bibliothèque de la clinique. Pas des magazines People, mais des romans complexes, des livres d'histoire. Un jour, j'en ai demandé un sur l'architecture de la Renaissance. Hugo m'a apporté le livre avec une expression curieuse. « Vous aimez l'architecture, Madame Fournier ?» a-t-il demandé. « Moi, avant, je construisais des choses, » ai-je répondu avec un soupir mélancolique, avant de me refermer sur moi-même. J'ai laissé la graine du doute être plantée. À une autre occasion, alors qu'il me prenait l'attention, le silence entre nous était palpable. Je l'ai rompu d'un murmure. « Cet endroit doit être très cher, Hugo. Mon mari est un homme bon. Il doit faire un grand sacrifice pour me garder ici. » Je l'ai vu déglutir. Un bon mari n'interne pas une femme saine d'esprit. Je le forçais à affronter la contradiction.
Il a commencé à me regarder différemment, non plus avec une distance professionnelle, mais avec un intérêt prudent. Parfois, je le surprenais en train de me regarder de l'autre côté du couloir, le front plissé. Il assemblait les pièces. Le dossier disait « folle », mais ses interactions disaient « intelligente », « triste », « victime d'une injustice ». Le tournant, cependant, n'est pas venu de moi. Il est venu de l'extérieur. C'était un mardi après-midi, la 2e semaine de mon internement. J'étais dans la salle commune, faisant semblant de lire, quand je l'ai vu entrer par la porte principale. Ce n'était pas un membre de la famille. Il portait un simple costume gris qui ne parvenait pas à cacher ses larges épaules. Il avait le regard exercé de celui qui voit tout, de celui qui n'est pas là par hasard. La réceptionniste, nerveuse, a pris le téléphone. Quelques secondes plus tard, le docteur Laurent est sorti de son bureau, le visage un masque d'irritation à peine dissimulé. Hugo est passé dans le couloir à ce moment précis, portant un plateau de médicaments et s'est arrêté, instinctivement, en voyant la scène. « Monsieur » a dit le docteur Laurent à l'homme. « Inspecteur Moreau » a-t-il dit, la voix calme et ferme. « Je suis ici pour parler à la patiente Chloé Fournier. » L'air de la réception a semblé se figer. « Je crains que ce ne soit impossible » a répondu le médecin, le ton soudainement glacial. « Madame Fournier est dans un état délicat. Une visite, surtout d'un officier, serait cliniquement déconseillée. C'est une affaire professionnelle, liée à son mari. Cela ne prendra que 5 minutes, a insisté l'inspecteur, imperturbable. Le sourire du docteur Laurent a disparu. La patiente n'est pas en état de recevoir qui que ce soit. Ordre exprès de son tuteur légal, monsieur Fournier. La mention du nom de Julien était une démonstration de pouvoir. Mais l'inspecteur n'a pas reculé. Docteur, avec tout mon respect, à moins que vous ne me présentiez une ordonnance du tribunal, j'ai le droit de lui parler. C'est alors que le docteur Laurent a montré les dents. Il s'est penché sur le comptoir, sa voix s'abaissant en un sifflement menaçant. Inspecteur, monsieur Fournier est un homme très influent et a été très clair sur la nécessité d'une intimité totale pour le rétablissement de sa femme. La déranger en ce moment serait imprudent pour la carrière de toutes les personnes impliquées. Vous comprenez ce que je dis ? La menace flottait dans l'air, claire et lourde. J'ai vu de loin les épaules d'Hugo se raidir. Il avait tout entendu. Il avait vu la vérité brute. Ce n'était pas de la protection médicale, c'était de la coercition. L'inspecteur Moreau l'a fixé un long moment. Puis il a hoché la tête lentement. Compris. Il s'est retourné pour partir, mais d'un mouvement rapide, alors que la réceptionniste et le médecin le foudroyaient du regard, il a laissé sa carte de visite sur le comptoir, presque cachée derrière un pot à crayon. Le docteur Laurent ne l'a pas vu. La réceptionniste ne l'a pas vu. Mais Hugo l'a vu. Cette nuit-là, Hugo est entré dans ma chambre pour la médication du soir. Il était différent. Le regard confus avait été remplacé par un regard de certitude, de colère. Il a fermé la porte derrière lui, ce qu'il ne faisait jamais. Le clic de la serrure a résonné comme un coup de pistolet. Il s'est approché de mon lit. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je me suis assise. Je l'ai regardé droit dans les yeux, abandonnant toute mise en scène. Je l'ai laissé voir l'architecte, la femme saine d'esprit, la prisonnière. « Hugo », ai-je murmuré, la voix ferme, sans une once de folie. « Je ne suis pas malade. Mon mari est un criminel, et j'ai besoin de votre aide. » J'ai marqué une pause, mon dernier pari. « Vous avez vu cet homme à la réception aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Le silence qui a suivi ma question fut le plus long de ma vie. J'ai vu un univers de conflits traverser les yeux d'Hugo en quelques secondes. La peur du licenciement, la crainte du pouvoir de Julien Fournier, l'instinct de conservation. Mais j'ai aussi vu la décence, la juste colère d'un homme bon témoin d'une injustice. Il a regardé par-dessus son épaule, vers le couloir vide, puis vers la caméra de sécurité dans le coin supérieur du plafond, un œil de verre qui voyait tout. Il s'est approché, faisant semblant de rajuster mes draps. Ses lèvres ont à peine bougé quand il a murmuré « Oui, je l'ai vu. Nous l'avons tous vu. » Sa voix était un fil de rasoir, tendu. De quoi avez-vous besoin ? L'espoir, une émotion que j'avais enfermée à double tour, a explosé dans ma poitrine, mais j'ai gardé un visage impassible. L'architecte a pris le dessus. J'ai parlé bas et vite, chaque mot une brique dans notre plan. J'ai besoin de 3 choses, Hugo. La première, la carte que cet inspecteur a laissée à la réception. La deuxième, dans la réserve où ils ont rangé mes affaires, il y a mon manteau de laine gris.
Dans la doublure intérieure, près de la poche gauche, il y a une déchirure. À l'intérieur, j'ai caché un vieux téléphone. J'en ai besoin. C'est la preuve de tout. Il a dégluti. Le risque que je lui demandais de prendre était immense. Et la troisième ? A-t-il demandé, sa voix à peine audible. J'ai besoin de papier et d'un stylo, et d'un moyen de vous donner un mot sans que personne ne le voie. Le reste dépend de l'inspecteur. Il n'a pas dit oui. Il m'a juste regardé, un hochement de tête presque imperceptible, et est sorti de la chambre, laissant la porte entr'ouverte comme toujours. La complicité était scellée. Maintenant, l'exécution. Le lendemain, la tension était palpable. Chaque fois qu'Hugo passait devant ma chambre, nos regards se croisaient une fraction de seconde. C'était une communication silencieuse, pleine de risques. La première partie du plan s'est déroulée à l'heure du déjeuner. Hugo s'est approché du comptoir de la réception, où l'infirmière en chef, Madame Duval, une femme sévère et loyale au docteur Laurent, régnait en maître. Il a entamé une conversation sur le planning d'un patient, posant des questions compliquées, la forçant à se tourner vers son ordinateur pour chercher dans les fichiers. Pendant cet instant de distraction, sa main, avec l'agilité d'un prestidigitateur, s'est glissée vers le pot à crayon et a pincé la carte de l'inspecteur Moreau. En 2 secondes, le papier était dans la poche de son uniforme. Personne n'a rien vu. Le premier pas était fait. Récupérer le téléphone était le plus grand défi. La réserve se trouvait au sous-sol, une zone à accès restreint avec une caméra pointée directement sur la porte. Hugo a attendu son service de nuit. À 3 heures du matin, le moment le plus calme de la clinique, il est passé à l'action. Il a falsifié une note sur son presse-papier, une demande de couverture supplémentaire pour le patient de la chambre 205, connu pour ses plaintes. Avec cette excuse, il a pris la clé sur le tableau. J'étais réveillée dans ma chambre, sentant chaque seconde s'écouler comme une heure, l'imaginant descendre les escaliers. Le couloir du sous-sol était mal éclairé. Il a ouvert la porte de la réserve, une pièce froide sentant la naphtaline, remplie de sacs en plastique étiquetés, comme les preuves de vie interrompues. Il a trouvé le mien, Chloé Fournier, 302. Ses mains étaient moites alors qu'il ouvrait la fermeture éclair. Le manteau était là. Il a glissé la main dans la doublure, sentant la forme froide et rectangulaire de l'appareil. Le cœur battant, il l'a transféré dans la poche intérieure de sa veste. En sortant, pour brouiller les pistes, il a vraiment pris une couverture et l'a apportée à la chambre 205. Le lendemain matin, je devais agir. En thérapie de groupe, la docteure Martin nous a donné des formulaires de auto-évaluation et des stylos. J'ai rempli le mien avec les réponses vides habituelles. Mais avant de le rendre, j'ai arraché une petite bande blanche en bas de la feuille, la pliant dans la paume de ma main. J'ai gardé le stylo dans la poche de mon survêtement. Un acte de rébellion si petit, mais qui a semblé une révolution. Cette nuit-là, sous la faible lumière qui filtrait par la fenêtre, j'ai écrit. Mon écriture était tremblante par manque de pratique et par excès d'adrénaline. Le message était court, direct, stratégique. Inspecteur Moreau, je m'appelle Chloé Fournier. N'essayez pas de me faire sortir d'ici. Ils ont le pouvoir légal et utiliseront toute tentative de sauvetage comme preuve de mon instabilité et de votre harcèlement. Ce serait inutile. À la place, utilisez vos ressources pour enquêter sur le docteur Laurent, sa licence, ses comptes bancaires, sa relation avec mon mari, Julien Fournier. Et, le plus important, chez moi, dans le bureau, il y a un bureau en acajou. Lors d'une perquisition, un document est tombé derrière. C'est un relevé de compte d'un compte à l'étranger. Trouvez ce papier. Il est plus important que ma liberté immédiate. Je vous fais confiance. CF. Le passage final a eu lieu à l'heure des médicaments. Hugo m'a tendu le gobelet en carton. J'ai fait semblant de prendre les comprimés, les cachant dans ma joue comme tant de fois auparavant. J'ai froissé le gobelet vide comme je le faisais toujours, mais cette fois, avec le mot plié à l'intérieur. Quand il a tendu le plateau pour ramasser les déchets, je l'y ai déposé. Nos regards se sont croisés. L'échange avait eu lieu. 2 heures plus tard, le service d'Hugo était terminé. Il n'est pas rentré chez lui. Il a conduit pendant 20 minutes jusqu'à une cabine téléphonique dans le quartier voisin, un dinosaure de métal oublié par le temps. Les mains tremblantes, il a composé le numéro sur la carte. À chaque sonnerie, son cœur battait plus fort. Et si c'était un piège? Et si l'inspecteur était de mèche avec Julien? On a répondu à la 2e sonnerie. Une voix grave, fatiguée, a simplement dit « Moreau ». Hugo a pris une profonde inspiration, l'air froid de la nuit remplissant ses poumons.
Il a regardé la rue déserte, l'obscurité, et a scellé son destin. « Je m'appelle Hugo », a-t-il dit, la voix basse mais ferme. « Je suis infirmier à la clinique bien-être, et j'appelle à la demande d'une patiente, Chloé Fournier. C'est comme si je sentais votre force avec moi. Si mon histoire vous touche, mettez un like et dites-moi de quelle ville vous me regardez. Je tiens à lire chacun de vos commentaires. Les 5 jours qui ont suivi cet appel ont été les plus longs de ma vie. Chaque heure s'étirait comme une semaine. De l'extérieur, j'étais la patiente 302, docile, sous médicaments, perdue dans son propre monde. Je participais à l'atelier de jardinage, taillant des roses avec une concentration qui frisait l'absurde. Je peignais des aquarelles informes dans la salle d'art. J'étais un fantôme gris flottant dans les couloirs impeccables de cette prison. Mais à l'intérieur, mon esprit était une usine tournant à plein régime. Je repassais le plan, j'analysais les failles. Et si Hugo se faisait prendre? Et si l'inspecteur ne le croyait pas? Et si ce fameux document derrière le bureau n'existait plus? L'espoir était une flamme fragile, et je devais la protéger des vents du doute qui soufflaient sans cesse. Notre communication était faite de silence. Un regard d'Hugo dans le couloir, un peu plus long que d'habitude, me disait que rien n'avait changé. Un hochement de tête presque imperceptible quand il me donnait mes médicaments était sa façon de dire « Patience, fais confiance au plan ». Et je faisais confiance. Il était mon seul pont vers le monde extérieur. En taillant les roses, j'imaginais l'inspecteur Moreau en action. Je le voyais dans une salle pleine de dossiers, sa voix grave au téléphone intimidant des fonctionnaires, déterrant des registres oubliés. Je le voyais devant ma maison, un mandat à la main, le papier qui représentait la première fissure dans l'empire de Julien. Je le voyais dans le bureau, avec son équipe, déplaçant le lourd bureau en acajou. La lumière d'une lampe de poche cherchant dans la poussière le morceau de papier qui contenait la ruine de mon mari. Ces images mentales étaient ma nourriture, ce qui me maintenait vraiment saine d'esprit. Le jour du vote final du projet de l'hôpital approchait. C'était un vendredi. Et Julien, au comble de son arrogance, a décidé de monter son plus grand spectacle à ce jour. Il a convoqué une conférence de presse à notre domicile. Le thème « Force et famille face à l'adversité ». Le cynisme était si grand qu'il en devenait poétique. Ce jour-là, la télévision de la salle commune, qui diffusait habituellement des feuilletons ou des émissions de variété, était branchée sur la chaîne d'information locale. Tous les patients et quelques infirmiers regardaient. Et il était là, mon mari, assis dans notre salon, le portrait de la famille heureuse en arrière-plan, le visage contrit, la voix brisée. Je me suis assise dans un fauteuil dans un coin, le cœur un nœud de glace et de feu. « Mes amis, citoyens de Bordeaux », a-t-il commencé, la caméra se concentrant sur son visage souffrant. « Aujourd'hui est un jour important pour l'avenir de notre ville. Mais pour moi, c'est aussi un jour de profonde douleur personnelle. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma femme bien-aimée, Chloé, la femme qui a toujours été mon pilier, mène le combat le plus difficile de sa vie. Il a fait une pause dramatique. J'ai vu des journalistes s'essuyer les yeux. La santé mentale est un ennemi silencieux et cruel, a-t-il poursuivi, d'un ton d'homme d'État. Et voir la femme de sa vie se perdre dans un labyrinthe de confusion et de peur est l'épreuve la plus dure qu'un homme puisse affronter. Mais je ne l'abandonnerai pas, tout comme je n'abandonnerai pas cette ville. Le projet du nouvel hôpital est plus qu'une promesse de campagne. C'est un hommage à la force de ma femme. C'est un symbole que, même dans l'obscurité, nous pouvons construire la guérison. C'était la performance de sa vie. Il utilisait ma douleur, mon emprisonnement, comme un tremplin politique. La nausée m'est montée à la gorge. J'ai regardé Hugo, qui se tenait près de la porte, le visage pâle de colère. Julien s'est penché vers le micro pour la dernière question. « Monsieur Fournier, croyez-vous au rétablissement complet de votre femme ?» Il a souri, un sourire triste et courageux. « Je ne fais pas que le croire. Je prie pour cela chaque jour. Ma Chloé est forte, et elle reviendra parmi nous. » Et c'est à ce moment précis que l'enfer s'est déchaîné. Pas chez lui, mais ici, à la clinique. D'abord, j'ai vu le bandeau rouge d'information urgente clignoter en bas de l'écran de la télévision. Opération de police en cours à la clinique Bien-être. Soupçon de séquestration et d'exercice illégal de la médecine. Les têtes de tout le monde dans la pièce se sont tournées de la télé vers la fenêtre. 3 voitures de police, silencieuses, sont entrées par les portes de la clinique, bloquant la sortie. Les portières se sont ouvertes
et des policiers lourdement armés se sont positionnés. La panique s'est installée. Des infirmiers couraient dans les couloirs. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Je suis resté immobile. L'architecte, regardant sa démolition, commençait. La porte de la salle commune s'est ouverte avec fracas. C'était le docteur Laurent, le visage défiguré par la panique. Ses yeux ont croisé les miens à travers la pièce, et pour la première fois, j'ai vu la peur en lui. La peur de moi. Il n'a pas eu le temps de parler. L'inspecteur Moreau est entré juste derrière lui, flanqué de 2 policiers. « Docteur Laurent, vous êtes en état d'arrestation pour exercice illégal de la médecine, fraude et participation à une séquestration. » Le chaos était total. Mais pour moi, c'était l'ordre le plus parfait. Moreau a traversé la pièce en tumulte, ses yeux fixés sur les miens. Il s'est arrêté devant moi. Les autres patients nous regardaient, bouche bée, sans rien comprendre. « Madame Chloé Fournier ?» a-t-il demandé, la voix grave et respectueuse. « Je suis l'inspecteur Moreau. Le relevé de compte que vous avez mentionné a été retrouvé. Le mandat d'arrêt contre votre mari vient d'être émis. » Il a fait une pause, et ses mots suivants ont été la plus belle musique que j'ai jamais entendue. « Vous êtes libre. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai juste senti le poids de mois de peur et d'oppression se dissoudre de mes épaules. Lentement, je me suis levé du fauteuil. Non plus la patiente 302, mais Chloé, l'architecte, le témoin clé. Il m'a escorté dehors. Nous sommes passés devant le docteur Laurent, qui se faisait menotter, le visage gris de défaite. Nous sommes passés devant Madame Duval, l'infirmière en chef, qui me regardait avec un choc total. Et nous sommes passés devant Hugo. Nos regards se sont croisés. Il m'a fait un unique hochement de tête, un sourire discret et fier. J'ai répondu de même. Un pacte silencieux de gratitude qui nous lierait à jamais. À la réception, une policière m'a tendu le sac en plastique avec mes affaires. Je l'ai ouvert. J'ai pris mon alliance. J'ai regardé le cercle d'or un instant et je l'ai glissé de nouveau à mon doigt. Non pas comme un symbole d'amour, mais comme un rappel. Une pièce à conviction, les dernières menottes que je l'aiderai à forger. Quand la porte d'entrée de la clinique s'est ouverte, la lumière du soleil de l'après-midi m'a presque aveuglé. J'ai respiré profondément l'air du dehors, l'air de la liberté. C'était l'odeur de ma victoire. La lumière du soleil sur mon visage était réelle. L'air qui remplissait mes poumons était réel. La liberté était réelle. Mais la démolition, le point culminant de mon œuvre, se déroulait ailleurs. Et j'avais une place au premier rang. L'inspecteur Moreau ne m'a pas ramené chez moi. Il m'a emmené dans une salle sécurisée au commissariat, un lieu anonyme, avec une télévision branchée sur la chaîne d'information locale. « Vous devez voir ça », a-t-il dit, la voix grave. « Vous devez voir la fin. » À l'écran, l'image était celle de mon propre salon, la conférence de presse. Julien était encore à la tribune, le sourire courageux, figé sur son visage, répondant à la question sur mon rétablissement. Mais le monde autour de lui se désintégrait. Nous avons vu ce que je ne pouvais pas voir de l'intérieur de la clinique. Nous avons vu le moment exact où le bandeau d'informations urgentes est apparu à l'écran. Nous avons vu les têtes des journalistes se tourner, les téléphones s'allumer, les chuchotements se répandre dans la salle comme une traînée de poudre. Le sourire de Julien a vacillé. Il a regardé son attaché de presse, confus. Que se passait-il ? Le récit lui échappait. Le premier journaliste s'est levé, ignorant complètement le thème de la conférence. « Monsieur Fournier, nous venons d'apprendre qu'une opération de police a lieu à la clinique Bien-être. Votre nom a été mentionné dans une plainte pour séquestration. Pouvez-vous commenter ?» Le choc sur le visage de Julien était authentique. Une panique animale a brillé dans ses yeux avant d'être rapidement étouffée par le masque du politicien. Il a forcé un rire. « C'est absurde. Clairement une manœuvre désespérée et calomnieuse de l'opposition, le jour le plus important de notre campagne. Ils n'ont aucune limite. » Mais le barrage ne faisait que commencer. Un autre journaliste a crié « Des sources confirment que la plainte vient de l'intérieur de la clinique. Pouvez-vous confirmer que votre femme, Chloé Fournier, y est internée ? Ma femme reçoit les meilleurs soins, a-t-il grondé, la voix montant d'une octave, son sang-froid commençant à se fissurer. Oh, et je ne permettrai pas qu'on utilise la tragédie personnelle de ma famille pour m'attaquer politiquement. Il a essayé de reprendre le contrôle, de frapper sur le pupitre, de parler du projet de l'hôpital. Mais il était trop tard. L'odeur du sang était dans l'eau, et les requins de la presse avaient encerclé leur proie. Ils se noyaient, en direct, sous les yeux de toute la ville.
La sueur perlait sur son front. La main qui tenait le verre d'eau tremblait visiblement. L'homme qui avait bâti un empire avec des mots était maintenant détruit par eux. Et puis, les portes doubles du salon se sont ouvertes. Ce n'était pas un assistant. C'étaient 2 policiers en uniforme, suivis d'un commissaire en civil. Ils ont traversé l'allée centrale, se frayant un chemin parmi les journalistes stupéfaits. Les caméras, comme un seul organisme, se sont tournées dans leur direction, capturant le moment historique. Le commissaire a monté les marches de la petite estrade, s'arrêtant à côté de Julien. Le silence dans la salle était absolu, rompu seulement par les clics incessants des appareils photo. « Julien Fournier », a dit le commissaire, la voix calme mais chargée d'autorité, projetée pour chaque micro dans la salle. « Vous êtes en état d'arrestation. » Julien n'a pâli. « En arrestation ? Quelle est cette plaisanterie ? J'ai l'immunité. Vous ne pouvez pas faire ça. » Le commissaire est resté imperturbable. Il a levé une feuille de papier. « J'ai en ma possession un mandat d'amener, délivré par le juge d'instruction. Les chefs d'accusation sont fraude sur les marchés publics, détournement de fonds publics, association de malfaiteurs et... » Il a fait une pause, regardant Julien droit dans les yeux. Séquestration aggravée par la condition de la victime. Chaque accusation était un clou dans son cercueil. J'ai vu l'air lui manquer. « Les preuves sont accablantes », a poursuivi le commissaire, sa voix tranchant l'air. Y compris le témoignage d'un témoin oculaire, des documents bancaires vous reliant à une société écran à l'étranger et la confirmation que le médecin responsable de votre femme, le docteur Marc Laurent, exerçait avec une licence suspendue. Le commissaire a regardé l'assemblée de journalistes. Et par-dessus tout, le rapport d'expertise préliminaire et le témoignage de la victime, Madame Chloé Fournier, qui a été libérée de sa captivité il y a moins d'1 heure et se trouve déjà sous protection policière. Victime, pas patiente. Victime. Le mot a résonné, détruisant en 1 seconde le récit qu'il avait mis des mois à construire. Le masque de Julien s'est finalement brisé. Le politicien a disparu, laissant place à un homme terrifié. « C'est faux! C'est un piège! Chloé ne va pas bien, elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle est malade !» criait-il, la voix stridente, désespérée. Le commissaire a fait un signe. Un des policiers s'est approché avec les menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. » Le son métallique et sec des menottes, se refermant sur les poignets de Julien, a été amplifié par les micros. C'était le son de ma justice. Le clic qui a fermé la porte de sa liberté. Les caméras ont fait un zoom brutal sur son visage, capturant le mélange de fureur, de panique et d'incrédulité totale. Le grand Julien Fournier, le futur maire, réduit à un criminel ordinaire. Alors qu'on l'emmenait, confus et résistant, son téléphone, oublié sur le pupitre, s'est mis à sonner, la vibration bourdonnant contre le bois. Un des policiers l'a saisi comme pièce à conviction. Le nom sur l'écran indiquait seulement S. L'inspecteur Moreau, qui venait d'arriver sur les lieux, a pris l'appareil des mains du policier. Il a répondu en mettant le haut-parleur. La salle entière a retenu son souffle. Une voix de femme, élégante et impatiente, a retenti dans le système de sonorisation de la conférence. « Julien ?» a-t-elle dit. « Je vois les informations. Que diable se passe-t-il ? Dis-moi que tu as eu ce que tu voulais. Elle est hors jeu, n'est-ce pas ?» Un soupir collectif de choc a parcouru la salle. L'aveu. La preuve finale de la conspiration, diffusée en direct. L'existence d'une complice. Dans la salle du commissariat, je regardais tout, immobile. Je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti la chaleur de la vengeance. J'ai seulement ressenti un soulagement profond, lourd, la fin d'une guerre longue et silencieuse. J'ai touché l'écran de la télévision, sur le visage défiguré de Julien poussé dans la voiture de police. Il y avait là l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Et il y avait là le monstre qu'il était devenu. Et enfin, il y avait là la justice que j'avais moi-même construite, avec les outils qu'il m'avait donnés, son arrogance, sa cruauté, et par-dessus tout, ses erreurs. La nuit est tombée sur Bordeaux. De la fenêtre de cette salle sécurisée, je voyais les lumières de la ville clignoter comme des étoiles lointaines. La télévision était éteinte. Le bruit du monde avait été remplacé par un silence profond, un silence que je n'avais pas connu depuis très, très longtemps. Le silence de la paix. Pendant des jours, les gens m'ont appelée victime, survivante, héroïne, certains ont même osé dire. Mais la vérité qui s'installait dans mon âme, dans cette quiétude, était plus complexe.
Ma véritable prison n'a pas commencé le jour où la fourgonnette blanche s'est arrêtée devant ma porte. Et ma libération n'a pas eu lieu au moment où l'inspecteur Moreau a dit que j'étais libre. La clinique, avec ses murs blancs et ses routines sédatives, était une cage évidente. Les barreaux étaient visibles, l'ennemi était clair, le diagnostic était cloué à la porte. Mais la prison la plus dangereuse, la plus cruelle, fut celle que j'ai vécue pendant près de 20 ans et dont les murs étaient invisibles. La prison de mon mariage. À la clinique, ils ont tenté d'effacer mon esprit avec des médicaments. Dans mon mariage, Julien a tenté de faire la même chose avec de l'amour. Un amour possessif, étouffant, qui me complimentait tout en me rabaissant, qui m'exaltait tout en m'isolant. Les drogues de la clinique étaient chimiques. Les drogues de mon mariage étaient à la validation, la dépendance affective, l'annulation lente et douce de ce que j'étais. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Un poison que l'on sait prendre ou un poison administré avec un baiser du soir? Dans cette pièce, j'ai enfin compris la nature de la folie qu'on m'avait attribuée. Dans un monde construit sur des mensonges, la lucidité est la véritable folie. Dans un système corrompu, l'intégrité est une maladie à éradiquer. Ma capacité à voir les fissures dans les fondations, à remettre en question les plans, à relier les points que personne ne voulait voir, c'était ma faille, ma pathologie à leurs yeux. Ils ne m'ont pas interné pour me guérir. Ils m'ont interné pour se guérir de moi, pour se débarrasser de la menace que représentait ma santé d'esprit. Être traité de folle par des hommes comme Julien et le docteur Laurent n'était pas un diagnostic, c'était un compliment. La confirmation que mon esprit fonctionnait encore parfaitement. La vengeance, je l'ai compris cette nuit-là, est un plat qui se mange froid, mais dont la saveur ne nourrit pas l'âme longtemps. La vue de Julien menotté, humilié, démasqué devant le monde m'a apporté une satisfaction primaire, indéniable. Mais ce n'était pas la victoire. C'était seulement la fin de la bataille. La vraie victoire, le vrai prix de cette guerre, c'est ce qui s'est passé en moi. C'est le moment, dans la solitude de cette chambre de clinique, où j'ai douté de tout, y compris de moi-même, et où j'ai choisi de croire en mon propre esprit. C'est l'acte de m'ancrer aux faits, aux chiffres, à la physique des structures, et de dire « ceci est réel, je suis réel ». La leçon que j'ai apprise ne portait pas sur la méchanceté des autres, mais sur le danger de mon propre silence. Chaque fois que je me suis tue pour éviter une dispute, chaque fois que j'ai abandonné une idée pour ne pas éclipser son éclat, chaque fois que j'ai souri quand je voulais crier, je mélangeais, sans le savoir, le ciment et posais les briques de ma propre cellule. Mon silence n'a pas acheté la paix. Il a acheté le temps pour qu'il construise la forteresse de mensonges autour de moi, avec ma complicité passive. J'ai passé ma vie à concevoir des bâtiments pour les autres. J'ai aidé Julien à construire son empire, un gratte-ciel d'ambition sur des fondations pourries. Mon épreuve m'a forcé à devenir une experte en démolition. J'ai dû tout faire imploser. Le mariage, l'image de la famille parfaite, la femme que je prétendais être. J'ai dû descendre dans les décombres de ma propre vie, enlever chaque poutre tordue, chaque pilier compromis, jusqu'à trouver la seule fondation qui restait, moi-même. Et seulement alors, sur ce terrain nettoyé et douloureusement conquis, je pourrais commencer à construire quelque chose de nouveau, quelque chose à moi, quelque chose d'inébranlable. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de gros titres, de procès et de révélations. Bordeaux, ma ville, qui semblait toujours dormir sous le soleil du sud-ouest, s'est réveillée dans un scandale qui a ébranlé ses structures de pouvoir. Et moi, qui avais été la folle silencieuse, je suis devenue l'épicentre de tout. Le procès de Julien a été l'événement de l'année. Lui et ses avocats ont tout essayé. Ils m'ont dépeinte comme une épouse vengeresse, déséquilibrée, une menteuse pathologique. Mais à chaque accusation, l'inspecteur Moreau présentait une preuve irréfutable. Les plans falsifiés de l'hôpital, analysés par 3 experts indépendants. Le relevé du compte à l'étranger, le document que je leur avais fait trouver. Le téléphone avec les messages. Le rapport toxicologique qui prouvait la médication forcée sur mon organisme. Et enfin, le témoignage d'Hugo, calme et d'une précision dévastatrice. Julien a été condamné à 22 ans de prison. La peine a été lourde, non seulement pour la corruption, mais, comme le juge a tenu à le souligner, pour la cruauté calculée et inhumaine de la séquestration. Le docteur Laurent a écopé de 8 ans et a perdu à jamais le droit d'exercer la médecine. Sa clinique de luxe a été fermée, ses murs blancs désormais souillés par la honte,
Et est-ce la voix au téléphone? L'enquête a révélé qu'il s'agissait de Simone Martel, une députée d'un parti rival, qui était la véritable architecte du montage financier. Julien n'était que son exécutant. Sa maîtresse n'était pas une jeune secrétaire, mais une femme de 50 ans, aussi ambitieuse et pourrie que lui. La trahison était encore plus profonde et sale que je ne l'imaginais. Au milieu de la chute des méchants, les héros discrets ont eu leur reconnaissance. Hugo, après une brève période de suspension, a été réembauché avec les honneurs par l'hôpital municipal, celui-là même que Julien avait tenté de corrompre, après une vague de soutien public. Aujourd'hui, il est infirmier en chef. Il est devenu un symbole d'intégrité dans la ville. L'inspecteur Moreau a été promu commissaire principal. Nous ne nous sommes jamais revus, mais une fois par an, à l'anniversaire de ma libération, je reçois une simple carte, sans expéditeur, qui dit seulement « Félicitations pour la construction ». Et moi, j'ai refusé le rôle que tout le monde voulait me donner. J'ai refusé d'être la victime célébrité. J'ai dit non aux interviews exclusives, aux propositions de livres, aux invitations à me présenter à un poste politique pour utiliser mon histoire pour le bien. Mon histoire n'était pas un produit à vendre. C'était ma vie. La première chose que j'ai faite, dès que les procédures me l'ont permis, a été de demander le divorce. Ensuite, je suis allé au registre du commerce. Fournier Architecture, l'entreprise que j'avais fondée et qu'il avait absorbée, a été officiellement dissoute. Le lendemain, j'ai enregistré un nouveau nom, Chloé Leroy Architecture. Leroy, le nom de mon père. Mon nom. Au début, les clients hésitaient. Mais mon travail parlait plus fort que n'importe quel ragot. J'ai recommencé à dessiner. Des maisons, des places, de petits immeubles. Chaque ligne que je traçais était un acte de reconquête. Chaque poutre que je spécifiais était un témoignage de la solidité que j'avais trouvée en moi. Aujourd'hui, près de 2 ans après ce jour ensoleillé à la porte de la clinique, je suis sur le chantier le plus important de ma vie. Ce n'est pas le plus grand, ni le plus rentable, mais c'est le plus mien. Avec l'argent que j'ai obtenu du partage des biens, j'ai acheté un terrain abandonné dans le centre-ville. Là, je construis un rêve. Un centre d'accueil et de soutien juridique et psychologique pour les femmes victimes d'abus psychologiques et de violences domestiques. Je ne suis pas sur une estrade, à couper des rubans. Je suis ici, avec mon casque, mes bottes pleines de boue, à discuter des détails des fondations avec le chef de chantier. Le soleil de Bordeaux est fort, mais je me sens chez moi sous ses rayons. Je sens l'odeur du béton, le bruit des outils, c'est la symphonie de ma résurrection. Mon nouveau projet n'aura pas mon nom sur la façade. Il sera anonyme, sûr. Mais celui qui regardera de près verra une petite plaque de bronze à côté de la porte, sur la première pierre. Et dessus, il n'y aura pas le nom d'un politicien ou d'un donateur. Il y aura juste une phrase. Une phrase que j'ai apprise dans la solitude et le silence de cette chambre blanche. Une phrase qui est à la fois ma cicatrice et ma couronne. La santé d'esprit, c'est ce que vous refusez d'oublier de vous-même. Je suis ici, en ce moment précis, sentant la chaleur du soleil de Bordeaux sur mon visage. Il est presque 4 heures de l'après-midi et l'odeur du chantier, d'un nouveau départ, est partout. La phrase que j'ai fait graver sur cette pierre n'est pas seulement une jolie citation. C'est un manuel de survie. J'ai appris, de la manière la plus brutale, que l'attaque la plus dangereuse n'est pas celle qui vient de l'extérieur, mais celle qui nous fait douter de l'intérieur. Beaucoup d'entre nous vivent dans leur propre clinique, chaque jour. Parfois, la clinique est une relation qui nous diminue, qui nous traite de excessive ou de trop émotive lorsque nous exprimons notre douleur. Parfois, c'est un environnement de travail qui réduit nos idées au silence et nous qualifie de difficiles lorsque nous nous battons pour notre place. Parfois, la camisole de force est l'attente de la société, qui nous exige la perfection et nous condamne lorsque nous montrons nos fissures. Le diagnostic de folle se présente sous de nombreuses formes, murmurées par des voix qui devraient nous protéger. Elles essaient de nous traiter avec le doute, de nous anesthésier avec la culpabilité, de nous isoler avec la peur. Elles le font pour que la vérité que nous portons, notre lucidité dérangeante, n'entrave pas leur plan, leur corruption, leur paix, construite sur notre silence. Elles comptent sur notre abandon. Elles comptent qu'à un moment donné, à force d'entendre que nous avons tort, nous finirons par y croire. Mais en chacune de nous, il y a une architecte. Une voix qui connaît le plan original.
Une voix qui sait différencier une structure solide d'une façade sur le point de s'effondrer. La leçon la plus précieuse que j'ai tirée de ma captivité est la suivante. Écouter cette voix n'est pas un acte de folie, c'est l'acte suprême de santé d'esprit. Protéger sa perception de la réalité, quand tout et tous tentent de la déformer, est la plus grande révolution que l'on puisse mener. Mon histoire, en fin de compte, ne concerne pas Julien. Elle concerne cette voix, sur la décision de l'honorer par-dessus toutes les autres. Si quelque chose dans mon parcours vous a touché, si vous avez déjà eu l'impression qu'on essayait d'éteindre votre voix, mais que, même dans la peur, vous avez refusé de garder le silence, je vous invite à laisser votre marque ici. Commentez ci-dessous, non pas pour moi, mais pour vous. Ma vérité ne se taira pas. Transformons cet espace en un mur de notre force collective. Et si ces mots peuvent être un phare pour quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est perdu dans le brouillard, partagez cette vidéo. Pas comme un divertissement, mais comme un message, un rappel qu'elle n'est pas seule et que sa lucidité est réelle. Continuez à regarder les histoires de cette chaîne. Ce sont plus que des vidéos. Ce sont l'écho de nos voix, ensemble, refusant de disparaître. Je vous embrasse, et souvenez-vous, construisez vos propres forteresses.